On va démarrer. Parce que le chef veut qu'on soit bien à l'heure, donc il ne faut pas rigoler avec ça. Je vais vous faire aujourd'hui un petit retour d'expérience sur la mise en place d'architecture de microservices, sur des applications de gestion. Donc c'est un petit peu plus rare que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a beaucoup de talks qui sont sur des microservices, sur des applications web, des sites web qui sont censés scaler à fond, etc. Et sur lesquels les microservices sont particulièrement utilisés pour ça, pour avoir le support de la mise à l'échelle. Il se trouve qu'en fait, les microservices sont une très bonne approche aussi pour avoir ce qu'on appelle l'alignement fonctionnel logiciel. Alors, ça parle peut-être un petit peu moins que le passage à l'échelle, mais vous inquiétez pas, on va parler de ça pas mal. Donc, on va parler un petit peu de REST, de Docker, mais surtout d'urbanisation. Je préviens tout de suite, s'il y en a qui attendent des slides avec du code et tout ça, il n'y aura pas de démo, on ne verra pas de slides avec du code, il n'y aura pas de Dockerfile ou quoi que ce soit. Je peux faire ça, mais ça ne sera pas assez de conf-là. Donc, je me présente en vitesse. En fait, je présente surtout la boîte pour laquelle j'ai fait ça, qui est MG10. On est un éditeur donc, de logiciels de gestion qui travaille pour des collectivités publiques. Et l'architecture que je vais vous faire voir, elle est très ciblée vers des gros clients. Alors, gros clients pour nous, on n'est pas Netflix, mais gros clients pour nous, c'est des régions, des ministères, des départements, où il va y avoir quelques centaines d'utilisateurs agents en interne et des milliers, voire dizaines de milliers d'usagers, genre étudiants, personnes qui demandent des subventions, ce genre de choses-là. C'est des gros clients aussi dans le sens où leur système d'information est composé parfois de centaines d'applications. Donc important dans le contexte de ce que je vais vous faire voir, l'urbanisation et la découpe en services, elle sert beaucoup parce que leur valeur, eux, dans le SI, c'est de maîtriser le SI dans son ensemble, et l'interopérabilité, elle a plus d'importance qu'une appli toute seule. Donc, j'anticipe un petit peu sur ce que je vais vous dire en conclusion, mais je vais peut-être me faire balancer des tomates sur la tronche, c'est pas le genre de truc qu'il faut dire au Breastcamp, mais le code source, en fait, c'est pas très important, quoi. Tapez pas. J'en profite ignoblement pour me faire de la pub aussi, il y a un bouquin sur Docker dont le petit frère va sortir bientôt, donc si ça vous intéresse, allez voir. Maintenant, le challenge, c'est d'arriver à faire tenir 3 ans de retour d'expérience en, non, pas 55, mais 46 minutes. Alors, en gros, il y a 3 ans, on avait une application monolithique. Je venais au Breastcamp, d'ailleurs, expliquer que mon métier d'architecte était comparable à celui d'un bousier. C'est-à-dire qu'au début, j'avais une petite bouse qui était nickel, qui était la mienne, et puis plus je la poussais, plus il s'amassait de scories dessus, et puis plus ça devenait incontrôlable. Mais j'y étais quand même attaché parce que c'était ma bouse. Mais j'ai bien été obligé de mettre la bouse à la poubelle à un moment donné. Et puis, troisième truc, on parlera un petit peu de management aussi. Pas du tout technique, là. On était dans une organisation très pyramidale. Donc, il y avait des charges, on descendait sur des équipes qui donnaient des ordres aux développeurs, ils exécutaient, ça passait à la QA et ça remontait. Et 3 ans après, on a changé sur ces 3 points-là. C'est-à-dire que la première chose, déjà, c'est qu'on a urbanisé notre architecture. Donc, on a, je pense, à peu près réussi à mixer l'agilité et l'architecture, ce qui, il y a 3 ans, était quand même le sujet de question de ma conf. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux en même temps ? On déploie sur des conteneurs qui sont très isolés, et puis on a mis en place aussi ce qu'on appelle des feature teams. Alors, on ne l'a pas mis partout, je reviendrai un petit peu là-dedans, mais on a mis en place en fait un alignement entre la fonctionnalité, la façon dont on développe et la façon dont on organise les équipes aussi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est que il fallait arrêter le monolithe. Bon, alors là, on est dans une conf technique. Je n'ai pas besoin de réexpliquer les problèmes d'un monolithe. Vous touchez à une ligne parmi le 1,2 million de lignes de code de votre logiciel, et il faut tout repasser en QA. C'est quand même très gênant, surtout quand vous avez des interrops sur des offices différents, des interrops sur de la GED, des interrops sur des gestions financières, etc. etc. Vous avez une statistique, une combinatoire qui explose et qui fait qu'à un moment donné, et nous on est rentré dans ce cas-là, on ne peut plus tester tout. Voilà. Donc on livrait des versions et on disait aux clients, voilà, sur cette version, cette combinatoire-là, cette gestion financière, cette GED, ça marche, ça a été validé, QA, etc. Sur les autres, normalement ça marche. Mais si vous voulez avoir une version vraiment stable, on sortira une ELTS. Et tous les ans, vous avez une version où là, on a tout testé pendant 3 mois. Et quand on fait 2 mois de QA sur une version, je vous garantis que le développeur qui dit à la fin « j'aimerais bien changer juste un... » Non, tu ne changes rien, surtout pas. Donc, on avait cette grosse difficulté-là sur la QA.
On avait aussi des fonctionnalités qui étaient reproduites dans notre application alors qu'il y avait besoin de les centraliser. Pour vous donner une idée du couplage qu'on avait, on n'a même pas réussi à passer de .NET 2 à .NET 4.5. Tellement c'était un énorme monolithe qui ne pouvait plus bouger. Les moindres petites dépendances techniques impactaient le reste. Et à un moment donné, ce qui nous a donné le signal, c'est un développeur qui m'a remonté des effets de bord, qui était à peu près l'équivalent à si quelqu'un vient dans votre maison installer l'électricité, vous dit, bon ben voilà, vous pouvez fermer les volets maintenant en électrique, mais vous faites gaffe, et si la fenêtre est fermée, ça tire la chasse. Et là, quand on vous dit ça de votre SI, vous dites, il y a un problème. Il faut vraiment qu'on reprenne le truc à la base. Et on l'a repris à la base, il fallait vraiment faire quelque chose. C'est aussi pour des besoins clients, parce que là, je vous explique les besoins qu'on avait en interne, mais je vous disais aussi, nos clients, l'interop, pour eux, elle a beaucoup plus d'importance que le logiciel même. Ils peuvent changer leur gestion financière, même si c'est dur. Ils peuvent changer leur logiciel de gestion de subvention. Ils peuvent changer leur GED, etc. Mais le workflow qui fait que tout ça fonctionne bien ensemble, et que ça passe par 3 ou 4 profils, et que ça descend au département pour remonter à la région, pour passer à l'Europe et tout ça, il faut que ça marche. Donc quand on enlève une brique, hors de question de dire « Ah bah ouais, mais en fait, on ne pensait pas que ça allait gêner, mais c'est vrai qu'il y a une librairie qui est utilisée par l'autre parce que ça fait de l'interop point à point par un trigger qui... » Il ne veut pas le savoir, le client. Tout ce qu'il va vous dire, c'est « Attendez, vous m'aviez dit que si on touchait à la GED, il n'y a pas de problème sur les extranets. Et là, vous avez cassé mes extranets. Remettez comme avant. » Aussi, en termes financiers pour les clients, un logiciel, je reviens à ce que je disais, le code source, c'est pas si important. Pour eux, c'est un asset qui se déprécie. Voilà. Donc pour nous, qui sommes très techniques et tout ça, le code source, c'est le cœur du cœur. Pour les clients et les fonctionnels, le code source, c'est rien. La fonctionnalité, elle est importante. Le code source, s'en fiche. Eux, ils veulent dans le long terme. Et puis un dernier truc qui a fait que nos clients ils sont passés sur l'urbanisation, c'est qu'ils ont vu que d'autres ont fait ça, quoi. Les voyagistes, ils ont mis en place des normes qui s'appellent Open Travel Alliance. Les téléphonistes, ils ont fait ça avec les normes ITOM. Il y a plein de domaines métiers comme ça, sur lesquels il y a eu des normes qui ont été mises en place et qui ont permis de découper beaucoup mieux les applications parce qu'on les découpe selon la fonction et non pas par une découpe modulaire selon des critères techniques. Donc la solution à tout ça est connue. Ça c'est une slide. Vous voyez tout en haut, là, le gars, là, il y a des CD. Donc c'est l'époque où mettre un CD-ROM sur les plaquettes, ça faisait super moderne et tout. C'est 2001. Il y a peut-être des gens ici qui n'étaient même pas nés à cette époque-là. Bon, j'exagère un peu. Donc la solution est très connue, c'est modulariser. Il faut découper. Vous avez un gros problème, vous le découpez en plein de petits, qui sont indépendants. C'est logique. La difficulté, c'est, oui, mais comment on fait pour qu'ils soient indépendants? Parce qu'on est passé par plein de trucs. Pour découper... Pour les plus vieux, là, il y a eu les routines, les subroutines. Ensuite, on est passé aux composants, COM, DCOM, DNA. Vous vous rappelez tous ces trucs-là? Et puis ensuite, il y a eu les web services, les architectures SOA, etc., etc. Donc on est passé par plein d'échecs successifs. Mais voilà, c'est la vie et on sait que les échecs amènent à un truc normalement à la fin qui commence à marcher. Moi, j'ai vu, de mes yeux vus, après, je fais de l'informatique depuis 30 ans. J'ai vu de mes yeux vus changer un composant en production par une fonctionnalité qui était équivalente du point de vue du contrat, mais qui avait une autre implémentation, et le tout tombait en marche. Enfin, continue à marcher, pardon. Ça faisait 30 ans que j'essayais de le voir. Ça faisait 30 ans qu'on me disait « Oui, mais avec COM, ça va aller mieux. Oui, mais avec des COM, ça va aller mieux. Oui, mais avec les web services, ça ira mieux. » Et à chaque fois, on essayait de résoudre techniquement un problème qui était fonctionnel. Donc il n'y avait aucune raison que ça marche. Ce que je vais vous faire voir, c'est comment résoudre le problème de manière fonctionnelle. Alors, si on revient juste un petit peu sur un microservice, pourquoi est-ce qu'on dit un microservice déjà? Première chose, parce qu'il est petit. Mais en fait, moi, il se trouve que j'ai fait pas mal de recherches sur cette partie-là. Il n'y a pas de consensus sur la taille. Vous trouvez tout, quoi. Il y a des gens qui disent un microservice, c'est moins de 400 lignes de code. Il y a des gens qui disent un microservice, c'est moins d'une utilisation d'une tranche de CPU, etc. Bon, bref. De toute façon, il n'y a même pas de consensus, d'ailleurs, rien que sur l'unité, pour dire c'est quoi sa taille. Donc oubliez ça, la notion de microservice, ça ne veut rien dire sur la taille. Si on veut être un petit peu plus propre sur la définition d'un microservice, en fait, il faudrait plutôt
moi je propose de parler d'un service au sens solide. Vous savez, les principes solides, single responsibility, substitution, list-off, etc. Et bien là, on commence à s'approcher de ce que devrait faire un service. Juste quelques chiffres quand même, parce que ce n'est pas ça qui a une importance. Il y avait une conf ce matin où la personne disait « Nous, on a à peu près 430 microservices, beaucoup moins que Netflix. » La taille, en fait, le nombre de services, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, on va le voir après, c'est la découpe. Nous, il se trouve qu'on a à peu près 75 microservices. Enfin, à un moment donné, on avait 75 microservices, et on est passé, il n'y a pas longtemps, dans une période où on a reconcentré certains services. Même chose qu'un des orateurs ce matin, on se rendait compte que les cycles de vie étaient les mêmes, qu'il y avait du couplage, une cohésion forte entre les différents services, et ben on les a regroupés. Et là, en ce moment, on est à une cinquantaine de services. Quand on aura fini complètement notre roadmap, on sera peut-être à 80 services, allez, gros max. Un petit article là d'Oracle qui est justement sur ces points-là, sur la notion de microservices. Mais peut-être encore plus important, c'est qu'est-ce que c'est qu'un service en vrai? Parce qu'on en entend tout le temps parler à toutes les sauces, mais quand vous posez la question à quelqu'un, vous avez des réponses à chaque fois différentes, en fonction du contexte. Donc quand je pose la question, il y a des gens qui me disent « service, c'est une API ». Il y a d'autres qui me disent « non, le service, c'est pas l'implémentation, c'est le contrat, c'est le Swagger ». D'autres qui me disent « non, un service, c'est pas ça, c'est un applicatif qui va proposer un service à la personne ». Alors, moi, ce que j'ai retrouvé, déjà, première chose, le service, il est fonctionnel, en fait. C'est la base de l'urbanisation, c'est de dire la technique, et croyez-moi, ça me peine moi aussi, mais la technique, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le fonctionnel, c'est ce qu'on va apporter à l'utilisateur et au SI. Pour bien comprendre ce que c'est le service, il y a un truc qui est pas mal, c'est pourquoi est-ce qu'on dit infrastructure as a service? Parce que traditionnellement, quand vous achetiez de l'infrastructure, vous alliez chez Carrefour, vous remplissez votre serveur avec des caddies, puis vous ramenez ça chez vous, vous branchez l'électricité, la clim et tout ça. On est d'accord, ce que vous voulez, c'est de la puissance CPU et de la RAM. C'est de la mémoire. Vous vous en foutez de consommer de l'électricité, faire de la clim, etc. C'est même un coût. Donc, ce que vous avez comme service, c'est de la puissance, du CPU, de la mémoire. Et puis, à côté, l'infrastructure, c'est le matériel que vous avez derrière. Quand on parle d'infrastructure as a service, c'est ça. C'est de dire, on vous donne la fonctionnalité dont vous avez besoin, de la puissance, de la mémoire, de la capacité de calcul, de la bande passante, mais en tant que service, c'est-à-dire qu'on vous décorrèle de la façon dont tout ça s'est implémenté. Vous ne savez pas quelle marque de serveur il y a derrière chez Amazon ou Azure, et ce n'est pas votre problème. Donc la façon de percevoir ce que c'est qu'un service, c'est ça la bonne façon de se donner la compréhension de ce que doit être un service. Ce n'est pas une API, parce qu'une API, c'est une implémentation d'un service derrière un contrat. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'aller faire un petit tour à Göteborg, où j'étais invité à une conférence de chercheurs sur les architectures logicielles. J'ai présenté un papier avec une chercheuse de l'Université de Nantes sur justement la façon dont on anticipe la granularité des services. Comment est-ce qu'on taille? On dit microservice, la taille, elle varie en fonction de la fonctionnalité, très bien, mais sur quels critères? Comment est-ce qu'on taille? Alors le but n'est pas de refaire toute cette conf-là, mais il y a deux choses qui ressortent. La première, c'est que la granularité dépend fortement de votre niveau de QA et de capacité d'automatisation du déploiement. Et la deuxième, c'est que fonctionnellement, les deux trucs qui marchent très bien pour déterminer le contrat d'un service, c'est évidemment en tout premier d'utiliser le maximum de normes. Or, l'informatique est un monde qui fourmille de normes. Vous avez des normes pour tout. Vous avez, ISO 51008, 24 pages pour déterminer la norme sur le sexe des personnes. Et oui, dans une base de données, il ne faut pas mettre M ou F. Il faut mettre 0, 1, 2 ou 9. Parce que c'est la norme. C'est celle qui est utilisée dans les numéros INSEE. D'ailleurs, ça commence par 1 si c'est un homme, 2 si c'est une femme. Voilà. Et 0 si c'est un bébé, parce que des fois, quand il y a des complications prénatales, on est obligé d'avoir un numéro de sécurité sociale pour un bébé qui n'est pas encore né et dont on ne connaît pas le sexe. Donc c'est pour ça qu'il y a le 0. Alors ça paraît con, mais si vous commencez à mettre M ou F en dur dans une base de données, et ben paf, un jour vous allez tomber sur ce cas à la noix, on va vous dire, dis donc, il faut remplir un dossier avec un 0 dedans. Pas prévu comme ça. Le trigger, il plante. Oui, mais si vous aviez fait attention à la norme, vous n'auriez pas ce cas-là. Et quand il n'y a pas de norme, il faut en créer une vous-même. C'est ce qu'on appelle une entité canonique
et des formats pivots. Et là, ce qui marche très bien pour ça, c'est d'utiliser les principes de Domain-Driven Design d'Evans. Eric Evans a écrit un bouquin là-dessus. Je vous recommande très fortement sa lecture. Alors, je vais vous donner le secret quand même de l'urbanisation et de la bonne découpe des microservices. Voilà, le secret, c'est que tout ce que vous faites en analyse, vous devez pouvoir le rentrer dans ce diagramme 4 strates, qui est un diagramme connu depuis au moins 20 ans par les gens qui font de l'urbanisation de systèmes d'info. Les 2 premières strates sont des strates métiers et les 2 en dessous sont techniques. Strate métier numéro 1, les processus. Qu'est-ce que vous réalisez dans votre SI en termes de processus qui incluent des activités réalisées par différents rôles? C'est-à-dire comment vous faites travailler les gens ensemble, tout simplement, pour apporter de la valeur. Et puis, numéro 2, les architectures fonctionnelles, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités atomiques que vous proposez pour réaliser ces processus. Prendre un exemple tout de suite, là, pour bien clarifier les idées. Vous avez un processus, par exemple, de recrutement d'une nouvelle personne. Vous avez recruté quelqu'un. La RH dit go, on le prend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir lui créer un compte. Si son supérieur hiérarchique n'est pas en vacances, on va lui organiser un rendez-vous. S'il n'est pas là, on va le faire avec, un tech lead dans l'équipe, quelque chose comme ça. Ensuite, le lendemain, il faut lui faire un badge pour la cantine. Enfin, voilà, vous avez ce processus-là. Qu'il soit informatisé ou pas, hein. Je veux dire, il peut très bien être juste documenté sur un bout de PowerPoint ou quelque chose comme ça, et ça suffit largement. Pour réaliser ça, il vous a fallu les différentes fonctions. Donc il faut créer un compte, rajouter une entrée dans le système de RH, créer une fiche de paye, etc., etc. Ça, c'est les architectures fonctionnelles. Et tant qu'on est là-haut, on a juste parlé de métier, on n'a jamais parlé de technique à aucun moment. Et quand on arrive en bas, le découpage en deux, c'est tout ça c'est le logiciel, tout ça c'est le hardware. Pas plus simple que ça. L'essentiel, en fait, ce que je vous disais, c'est l'alignement. Entre ces 2 choses-là, vous avez des normes. Vous devez avoir des logiciels qui implémentent des normes et qui les exposent en tant que fonctionnalité normative. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas de couplage. Si vous répondez bien à XACML, par exemple, il n'y a pas de problème. Vous savez que demain, une personne vous dit ouais, mais le système d'habilitation, là, on veut remplacer WSO2 par un autre truc. Bon, ouais. Le client, il vous appelle en vous disant ça, et en vous disant, est-ce que ça pète votre logiciel? Non. Ah non, nous, on utilisait la norme XACML, donc ça marche pareil. Même chose, il vous dit, on change l'Active Directory, on passe sur un OpenLDAP. Moi, je l'appelais en LDAP V3, donc il n'y a pas de raison que ça pète. Après, le diable est toujours dans les détails, hein, il y a toujours des problèmes sur les métadonnées, parce qu'elles ne sont pas toujours normées ou des choses comme ça, mais si vous normez tout, ça se passe bien. Alors nous, on utilise ça partout. C'est-à-dire, même aux clients, on parle comme ça, on leur fait voir ce qu'on fait pour eux en termes de dossiers d'architecture technique, en termes d'applicatifs qu'on leur vend, en termes de fonctionnalités et de processus, à quoi ça sert chez eux. On leur expose en fait ces 4 vues-là. On répond aux appels d'offres avec ça. On a une carto. En fait, notre Kanban, notre point Kanban, le Scrum de Scrum le lundi matin, c'est ça. C'est devant la carto de service. On regarde notre Business Capability Map et c'est ça qui nous permet de découper le boulot. Même la QA, en fait, est alignée sur ces découpages de services-là. Donc je reviens juste rapidement sur les normes pour dire à quel point c'est fondamental. En électricité, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'électricité, ça marche quand même plutôt bien et que vous pouvez changer de fournisseur, changer votre iPhone? C'est qu'il y a une norme. C'est-à-dire que vous soyez chez EDF ou d'autres personnes, eux, ils se débrouillent pour mettre un connecteur de médiation, mais quand ça rentre dans votre baraque, c'est du 230 volts, monophasé, alternatif à 50 Hz. Voilà, c'est la norme. Et donc ça, on va dire, c'est le contenu, mais même le protocole, c'est-à-dire la façon dont c'est véhiculé, c'est pareil, la prise, elle est normée, quoi. L'écart entre les broches, c'est 4 cm,2, la taille des broches, c'est 5 mm. Tout ça, c'est normé. Ce qui fait que tout le monde est indépendant. Le fournisseur, vous le changez, c'est pas un problème, puisqu'il va toujours vous fournir du 220. Même chose, vous achetez un iPhone, qu'il fonctionne en 5 volts ou en 12 volts, c'est pas votre problème. Il vous donne un connecteur de médiation, en l'occurrence un transformateur, qui va faire que ça va prendre du 220 et charger votre iPhone. Et puis, surtout, peut-être encore plus important, là-haut, vous faites ce que vous voulez, quoi. Dans votre tableau électrique, il y a du 220 en entrée, il y a du 220 en sortie. Moi, par exemple, j'ai 2 enfants qui vont bientôt être ados, qui vont être dans des pièces à part. Et dans mon tableau électrique, il y aura un truc qui coupe le courant à 10h30. Comme ça, je suis tranquille. Et ça, je fais ce que je veux. Je n'ai pas à demander à EDF et je n'ai pas demandé à l'iPhone. Je fais ce que je veux dans l'orchestration de mon SI. Je détourne un petit peu, justement,
moi, je utiliserais bien ça comme slogan, there is a norm for that, plutôt que there is an app. Parce que there is an app, c'est bien sympa, mais en général, c'est plutôt l'Apple App qu'ils veulent vous vendre. La norme, l'avantage, c'est qu'elle a été faite par un consortium, par des gens qui sont de telle entreprise, de telle autre, mais qui, globalement, arrivent à faire un tout et puis à s'arranger entre experts pour avoir quelque chose qui a du sens. Je reprends sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le sexe. Il a fallu quand même 24 pages et des gens qui se sont réunis, une vingtaine de personnes dans le consortium, pour arriver à une détermination complète de ce qu'il faut mettre dans le sexe des personnes partout dans le monde. Alors, oui, j'avais mis le Lego aussi, parce que les Lego, j'espère qu'il n'y a pas de fans de Playmobil, parce que sinon je vais me faire détester, mais les Lego, c'est mieux que les Playmobil. Parce que les Lego, c'est normalisé, quoi. Donc au moment où vous avez un château fort, si vous voulez changer une tourelle, vous détachez la tourelle, vous en reconstruisez une autre et vous mettez. Et comme les pièces sont normalisées, que les tenons ils font exactement 7,3 mm, etc., il n'y a pas de problème, vous rassemblez. En Playmobil, vous avez acheté une voiture, à part scier le machin, recoller, vous ne faites pas un vaisseau spatial avec, quoi. C'est là que c'est mieux. Les silos aussi, tiens, ça c'est... je vais mettre pas mal d'illustrations de l'importance de cette découpe. On dit souvent don't repeat yourself. Surtout, ne dupliquez pas. Mais quoi? Le DRY, c'est au niveau fonctionnel. Au niveau code source, non seulement ça n'a aucune importance de répéter du code source, mais il y a même des fois où vous avez intérêt à le répéter. Parce que si vous êtes sur des fonctionnalités différentes et que vous avez besoin d'une même librairie, vous n'avez pas intérêt à la mettre en commun. Pourquoi? Parce que sinon, le cycle de vie, il va être commun. Et à un moment donné, vous allez dire, moi, pour la fonctionnalité A, j'ai besoin de passer sur la 1.25. Et l'autre, fonctionnalité B, qui va vous dire, non, on ne monte pas sur la 1.25, elle a un bug qui, moi, me plante. Et vous avez réintroduit du couplage dans votre système. Donc, les silos, quand on parle de bien découper les silos, oui, au niveau fonctionnel, il faut faire de l'unification. Mais surtout pas au niveau applicatif. Au niveau applicatif, vous recopiez le code autant de fois qu'il faut. Par contre, dans votre SI, il y a une seule fonctionnalité, quelque part, pour authentifier. Il y a une seule fonctionnalité pour créer un ticket de cantine. Il y a une seule fonctionnalité pour créer une fiche de salaire. Parce que sinon, ça veut dire que c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'une personne, en fonction que si elle se branche sur une fonctionnalité ou l'autre, potentiellement, le salaire, il n'est pas calculé pareil. On est tous d'accord que ça ne serait pas génial. Enfin, si, pour nous, puisqu'on est informaticien et on la brancherait sur celle qui nous intéresse. Donc, les silos, on dit tout le temps, c'est mal, c'est... Non, ça dépend d'où on regarde. Les silos, avoir une découpe et une étanchéité au niveau applicatif, oui, le silo, c'est bien. C'est très bien, à un moment donné, que quand j'installe une appli, je ne fasse pas péter l'application d'un autre éditeur qui est à côté sur le même SI. Et sinon, ça barderait pour moi, pour le client. À l'inverse, au niveau de l'infrastructure, les gens de l'infra, ils vont vous dire, moi, je vais pas à chaque fois créer un nouveau serveur physique, parce qu'il y a deux éditeurs qui ont besoin du même truc, je veux pouvoir les mettre en commun. Et là, chez eux, effectivement, le silo, c'est pas bon. Et de la même manière, sur les parties ici qui sont métiers, au niveau du processus, le silo, il est très bien. C'est-à-dire que c'est très important qu'à un moment donné, quand vous faites un changement sur votre processus de recrutement, vous ne changiez pas le processus, je ne sais pas moi, sur une demande de bourse en ligne. Parce que sinon, c'est qu'il y a un vrai gros problème de couplage dans votre SI. Ça ne serait pas acceptable pour les clients. À l'inverse, dans la fonctionnalité, vous ne devez surtout pas avoir de silo, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a une seule fonctionnalité. Se connecter, s'authentifier, etc. C'est une fonctionnalité qui est partagée par tout le monde. Donc là, maximum de mise en commun là-dessus. Au passage, on s'est quand même gouré pendant longtemps là-dessus, parce que le fait de ne pas faire la différence entre ça, et d'avoir le discours sans arrêt de dire les silos, c'est pas bien, il ne faut surtout pas avoir de silos, c'est quand même ce qui nous a amené dans des cochonneries, genre les EAI, des trucs comme ça, qui ont été un remède pire que le mal. L'interop point à point, les triggers, les DB links, des trucs horribles. J'ai dit que je ne ferais pas trop de technique, mais juste sur Docker, si on le relie justement encore une fois à ça, Docker, c'est un outil de découplage pour moi. C'est un outil qui va permettre d'avoir un très bon découplage entre la Strat 3 et la Strat 4. Alors, je m'explique. Quand vous faites un Docker Engine, l'avantage d'avoir un conteneur, c'est que vous récupérez toutes les dépendances qui sont avec. Donc, d'un coup, vous enlevez vos couplages
en boucle de la zone applicative vers la zone applicative. Vous aviez une application A, elle avait besoin de Tomcat. Vous avez une application B, elle avait besoin de Tomcat. Oui, mais le fait que vous ayez un Tomcat dans chacun des conteneurs, bah, vous réduisez votre couplage au niveau d'un Tomcat qui était potentiellement centralisé sur la même machine. C'est déjà pas mal. Et enfin, c'est même un sérieux ajout. Quand vous regardez Docker Swarm, c'est pareil. Docker Swarm, il réduit le couplage que vous avez entre ce que vous avez à déployer et ce sur quoi vous allez le déployer. Pourquoi? Ben, encore une fois, parce qu'il y a une norme. Parce que vous avez l'API Docker. Vous savez que si vous respectez l'API Docker et que vous appelez bien le port, je ne sais plus combien c'est, 3376 ou je ne sais plus quoi, avec cette grammaire-là, eh ben, que vous vous adressiez à votre démon Docker en local ou que vous vous adressiez à un gros cluster Swarm en ligne, c'est pareil. Ça ne changera rien pour vous. Donc, encore une fois, on introduit, les outils en fait, permettent d'introduire un découplage sur les fonctionnalités et les logiciels. La sémantique aussi, alors ça c'est un retour d'expérience qui peut être un petit peu étonnant, enfin en tout cas nous on ne s'y attendait pas du tout quand on a commencé à bosser sur ces approches-là. La sémantique est extrêmement importante. Appeler un chat avec le bon nom, c'est très très important. Je donne un exemple là, c'est un annuaire. Eh bien, un annuaire, si vous interrogez un profil ou un autre, c'est pas du tout la même chose. Vous appelez un fonctionnel, vous lui demandez c'est quoi un annuaire, il va vous dire un annuaire. C'est quelque chose dans lequel j'ai les photos et les coordonnées de tous les gens d'une certaine catégorie. Donc, fonctionnellement, j'ai un annuaire des élus, j'ai un annuaire des agents. Et puis, vous parlez à un gars qui est un petit peu plus technique, il veut dire un annuaire, c'est LDAP. Et lui, il est là. Mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est même pas la même fonctionnalité, d'ailleurs. Et pour compliquer le tout, il se trouve que ces deux fonctionnalités, elles ont quand même un lien. Parce que pour implémenter un annuaire au sens fonctionnel, vous allez avoir besoin d'un applicatif. Là, par exemple, dans une région qui est client à nous, c'est SharePoint. Et le SharePoint, où est-ce qu'il va aller chercher les données qu'il va mettre dedans? Eh bien, il va aller les chercher dans l'annuaire. Donc, vous imaginez les conversations que ça fait, quoi, des fois? Vous avez une réunion avec des clients où il y a un fonctionnel, un applicatif, puis le gars, il va dire, on va stocker dans l'annuaire. Puis tu dis, mais non, on ne va surtout pas stocker dans l'annuaire. On a dit qu'il y avait un référentiel pour les agents, donc on va aller chercher dans le référentiel. Non, mais le référentiel, c'est l'annuaire. Ben, non, puisque l'annuaire, il va chercher dans le référentiel, tu m'as dit tout à l'heure. Donc, il faut faire super gaffe, et ça, c'est le genre de truc qui permet de recomposer les morceaux et de dire à tout le monde, il n'y a pas de problème. La fonctionnalité annuaire va être implémentée par un logiciel SharePoint qui ne contiendra pas les données, mais qui ira les chercher dans le référentiel des agents, et ce référentiel des agents est implémenté par ce qu'on appelle dans notre jargon technique un annuaire, en l'occurrence LDAP chez vous. Ok, très bien. Et, très important, vous avez bien vu que la dépendance, elle est comme ça, quoi. Je ne fais pas de dépendance entre SharePoint et l'annuaire, parce que sinon je crée un couplage fort. Imaginez que l'annuaire, c'est un Active Directory. SharePoint, Active Directory, et hop, là, vous avez les bracelets Microsoft, et puis c'est terminé, quoi. Qu'ensuite, vous direz, ah bah ouais, mais il faudrait passer à LDAP. Ah bah non. Ah bah non, parce que l'annuaire SharePoint, il utilise le protocole propriétaire LDAP, Active Directory. Donc il faut tout refaire. Tandis que si vous avez fait gaffe de dire, non, non, on a un couplage lâche, c'est-à-dire qu'il y a une norme ici, c'est pas pour les chiens, c'est LDAP v3 et du LDIF en envoi. Ben, ça, rien ne vous empêche de l'implémenter un jour sur de l'AD, le lendemain sur de l'OpenLDAP, ce que vous voulez, et la dépendance que vous aviez à SharePoint, en fait, SharePoint, il n'a pas besoin d'un Active Directory, il n'a pas besoin d'un LDAP, il a besoin d'une fonctionnalité qui lui donne la liste des agents qu'il va afficher. C'est tout. Donc là, on revient bien aux fondamentaux de l'urbanisation. Les dépendances, elles repassent par la fonctionnalité. Tout le temps, un aller-retour entre les deux. Juste pour rester un petit aparté là, sur la sémantique, on parle souvent de dette technique. La sémantique, elle est importante, hein. En théorie, on devrait appeler ça de l'usure, parce que ça ferait plus peur aux gens. Quand on parle de dette technique, les gens ils s'imaginent, je vais chez mon banquier, je donne un peu de sous, j'ai une dette, mais ça vaut le coup, parce que ce que je paye en intérêt, c'est quand même de l'argent que je mets dans mon capital, et j'aurai quelque chose au bout de 20 ans, au lieu d'avoir payé des loyers dans le vide. Et ça vaut le coup de donner 1,25% pour ça. Mais quand vous avez un logiciel sur lequel, par exemple, il vous faudrait 100 jours pour faire une install correcte, et qu'à côté, sur 12 sprints, vous avez perdu à chaque fois 5 jours, le taux d'intérêt équivalent, c'est 60% par an.
Vous iriez emprunter à 60% par an? Moi, à 60% par an, à mon banquier, je lui dis non, non, c'est bon, j'en veux pas de ton pognon. Je vais manger des biscottes pendant 20 ans s'il faut, mais je ferai 100. Or, c'est ça, la dette technique, très souvent, c'est ça, quoi. Elle n'est pas maîtrisée. On ne se pose pas la question du pourcentage, on ne le calcule pas. Encore une fois, question de sémantique. Si on appelait ça de l'usure technique, ben, peut-être que ça irait mieux. Même chose, hein, des fois on emploie le mot, vous êtes tous des développeurs comme moi, donc vous avez certainement plein de fois employé avec votre employeur le mot on a besoin de refactoriser. Hein. Refactoriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire réécrire et péter l'implémentation du contrat, ou c'est vraiment refactoriser au sens où on change, mais ça ne se verra pas? Si c'est un cas, si c'est dans le premier cas, vous n'êtes pas en train de refactoriser, vous êtes en train de réécrire. Si c'est dans le deuxième cas, si votre chef il s'occupe vraiment du business, il devrait vous dire mais si ça ne change rien alors que ça marche, pourquoi veux-tu le faire? Et il aurait raison. Commandement numéro 1 de l'informatique, quand ça marche, on ne touche pas. Un petit retour d'expérience aussi. Alors, on est passé par plein d'échecs, comme je vous disais tout à l'heure, et en particulier sur la partie middleware. Quand on a basculé du monolithe, on a voulu tout faire par un ESB. C'était encore pire qu'un EAI. C'était très lourd. On a rapidement changé de vapeur en disant bon, on va remettre que les messages les plus importants sur l'ESB, et puis alors, tous les messages techniques, eux, on va les faire passer en direct. C'était déjà mieux. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des EIP qu'on intégrait avec Apache Camel. C'était trop compliqué, quoi. C'était vraiment des mini-applications qu'il nous fallait. Et on a commencé à se dire, bon, tant pis, on rompt avec le dogme, mais on va les faire avec du Node. Et grand bien nous en a pris, parce que ça nous a aidé à aller plus vite. Et puis, le dernier truc en date qui nous a amené à évoluer, c'est de passer vers de la chorégraphie par les webhooks. Jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup d'orchestration, c'est-à-dire qu'on avait un orchestrateur au sens... le SI est piloté par un processus qui dit « toi, tu fais ça, ensuite tu fais ça, tu me préviens quand lui, il fait ça et ça ». Mais ça, encore une fois, c'est un SPOF, quoi. Vous avez un point, alors vous pouvez très bien au niveau, encore une fois, sur les 4 layers, là. Souvent, les gens, ils vous disent « ouais, mais c'est pas grave un SPOF, parce qu'on peut dupliquer les serveurs, et... » Ouais, mais là, on parle que des couches techniques. Mais au point de vue fonctionnel, si la règle, elle est fausse, le point central d'échec, il sera toujours là, quoi. Et il fera toujours la même erreur, même si on l'a redondé. Donc, il faut faire très gaffe à ça. Les approches de chorégraphie, typiquement ce qu'on fait avec des webhooks et ce qui nous oriente vers les web-oriented architecture, ça, c'est vraiment plus léger, quoi. Être capable de faire des architectures, ce qu'on appelle aussi les architectures réactives, quoi. Vous avez des événements, vous vous abonnez aux événements ou pas. Là, vous obtenez un couplage qui est très lâche, puisque l'application à laquelle on s'abonne, elle ne sait pas qui s'abonne. Elle sait qu'il y a des abonnements, et elle sait qu'elle peut aller chercher les abonnements, et elle sait qu'elle doit envoyer l'événement à un concentrateur, point barre. Ce qu'il y a derrière, ce n'est pas son problème. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, là, OA, je vous conseille d'aller voir, de faire la formation Capgemini avec Habib Gergachi, qui est génial. Super bon formateur et qui nous a beaucoup aidés, nous. Bon, pour caricaturer, en gros, la différence entre SOA et OA, SOA c'est ça et OA c'est ça. Voilà. Un petit truc qu'on peut faire voir, par exemple, c'est, vous savez, tous les WS star, tous les standards qu'il y a eu sur les web services, Web Service Agreement, Web Service Level, Web Service Authorization, enfin tout ce machin, il y a, je ne sais plus, 70 standards WS star, il y en a 15, il n'y a toujours pas d'implémentation. Bon, voilà, tout est dit. Il n'y a pas d'implémentation, donc le standard, il vaut rien. J'ai dit que je parlerai un petit peu de management aussi. On a testé ça. Il y a beaucoup de gens qui disaient la loi de Conway peut être utilisée dans l'autre sens, donc inversons la loi de Conway, faisons des équipes découpées, et du coup, on devrait aboutir à une architecture de microservices bien découpée. En pratique, ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, on a essayé. Donc, la découpe des services, comme elle doit être faite de manière fonctionnelle, elle doit être faite en amont. Donc, si vous découpez bien vos services autour de normes et que vous faites une urbanisation 4 strates où vous avez bien défini la découpe, ensuite, vos équipes, elles vont couler de source, et là, vous arrivez à les phaser, effectivement. Mais pas dans l'autre sens. Si vous découpez une équipe de techniciens et de développeurs en vous disant, en fait, ça va faire une architecture découpée, ça va faire une architecture découpée, effectivement, mais découpée selon des bornes techniques. Et donc, qui vont vous servir, qui serviront très bien pour tout ce qui est passage à l'échelle, tout ça, ça va marcher du tonnerre, mais ça ne marchera pas sur l'alignement IT. Et c'est quand même se priver d'un sacré truc. Alors, je sais que sur certains
sur certains applicatifs ou autres, ce n'est pas très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent en microservices pour avoir de la mise à l'échelle. À la conférence là, à Göteborg, il y avait un retour de l'architecte en chef de Ericsson, et qui disait, nous, c'est ce qu'on a loupé. Ils ont découpé en microservices, mais ils l'ont fait techniquement. Et il disait, à la fin, on se retrouve devant un mur, parce qu'on a effectivement eu les gains de passage à l'échelle et tout ça, ça c'est génial. Mais maintenant où on se retrouve à vouloir remplacer des morceaux, à vouloir créer des nouvelles fonctionnalités, on est coincé parce qu'on est obligé à chaque fois de faire évoluer plusieurs services. Et donc, dans cette conférence d'architecture, il y a des chercheurs qui voulaient lancer un sujet en disant comment est-ce qu'on peut trouver, par un modèle, les services à modifier quand il y a un besoin fonctionnel qui émerge. Et puis moi, je leur ai dit, mais ça ne devrait même pas être une question, ça. Si vous êtes en train de dire que pour un besoin fonctionnel, il faut que vous ayez de la recherche et des outils pour vous dire sur quel service il faut venir, ça veut dire qu'en fait, vous ne maîtrisez pas du tout vos dépendances, quoi. Vous ne connaissez même pas votre business capability map. Quand vous faites un alignement, je vous garantis, la question ne se pose plus. Nous, maintenant, on voit les cahiers des charges des clients, ils arrivent, le client, il veut ça pour les fonds européens. N'importe quel développeur est capable de reprendre la carto, donc comme je vous ai voir tout à l'heure, cette carto-là, et puis de dire sur la partie applicative, là, je la fais voir ici, n'importe quel développeur de l'équipe, il dit il va falloir changer ça, ça et ça. Parce que le client, il a dit qu'il voulait gérer des fonds européens, donc il y a un lien à des API de l'État, donc le connecteur API, APS, il faudra le faire. Ils ont un lien à un nouveau système d'authentification centralisée, donc il faudra intervenir sur Account Management qui est là. Ils veulent des informations supplémentaires sur les tiers, il faudra venir ici. Et puis, il y a des changements sur les calculs des subventions, c'est là. Boum. Et voilà, c'est aligné bêtement, quoi. On connaît le besoin, on l'a décomposé fonctionnellement, on est capable de dire, voilà, toi tu vas sur ça, toi tu vas sur ça, toi tu vas sur ça, toi tu vas sur ça. Et le seul truc qui reste derrière, mais qui est dur, c'est le phasage. Parce que toutes les personnes ne peuvent pas intervenir sur tous les services, et puis il y en a tout le temps une qui est prise sur celui-là, qui est... Par contre, le gros avantage, au moins déjà, c'est que vous n'avez plus de dépendance. Donc vous pouvez très bien avancer sur un service sans avoir l'autre, vous faites un mock pendant ce temps-là, et ça marche. Alors que quand on faisait le monolithe, normalement ça ne marchait pas. Autre petit truc sur les feature teams, bon, c'est plus pour l'anecdote, mais quand vous faites des équipes qui sont focalisées sur des fonctionnalités, du coup, vous faites bouger beaucoup les gens, quoi. Alors ça peut être un peu contraignant pour certains, qui aiment bien avoir leur bureau, leur place, etc. Donc ça se contourne en ayant, les gens, ils ont leur caisson, leur chaise, etc. Mais il faut organiser le mouvement. Il se trouve que ça peut être aussi un très bon outil de management. Un déménagement réussi, où vous prenez en compte les besoins des gens, où vous reconnaissez, vous les avez écoutés en amont, et vous savez que lui, il travaille très bien avec lui, que lui, il aime bien être sur ce genre de projet, etc. Eh ben, je vous garantis qu'un déménagement bien fait, c'est l'équivalent de 10 bières payées par votre patron. C'est ce niveau-là. On a utilisé pas mal de slogans aussi, parce que ça marchait bien en termes de management. Pas de Jira, pas de chocolat. Et comme on a dit que maintenant, l'alignement du logiciel sur la fonctionnalité était la base, on est d'accord, pas de besoin et pas d'exigence formalisée, il n'y a rien. On ne démarre pas un dev, quoi. Et ça a très très bien marché. Oui, ça aussi. Oui. Aujourd'hui, notre facteur limitant de valorisation de nos services, vous allez voir, c'est la doc. On a des services qui sont super, fonctionnent très bien en prod, les clients sont contents et tout ça. Et le seul truc qui fait qu'on n'en met pas plus en œuvre, c'est uniquement ça. C'est la doc. Ce qui fait suer les développeurs, ce qui nous fait vendre. Pardon. Et puis un autre qui est particulièrement dans l'air du temps en ce moment, mais qui marche bien aussi avec les clients, celui-là. Le changement, c'est tout le temps. Quand les clients ils nous disent « Ouais, vous faites le Big Bang, là, mais on est d'accord, après, vous ne touchez plus au SI. » On leur dit « Bien sûr, si vous ne touchez plus aux fonctionnalités, on ne touche plus au SI. » « Ah ben non, mais il faut que ça évolue. » « Ah ben on touchera alors. » Mais par contre, ce qu'on a fait, ça vous garantit que maintenant, quand on touchera, il ne faudra pas 2 mois de QA. Et ça, on l'a vu en prod. C'est-à-dire que des clients qui nous ont dit « Il faudrait changer mon flux de validation des tiers. » Alors maintenant, avant, ça passait par la DAF, mais maintenant, il faudrait que ça passe. Et puis, ils commençaient à sortir le carnet de chèques en disant « Bon, alors, ça va me coûter combien, ça? 50 jours ?» Il y a 3 ans, on lui aurait dit « Ouais, au moins. Ouais. » Et puis, vous l'aurez que dans 3 mois.
Et là, maintenant, on réfléchit au truc, on dit, mais attends, en fait, il n'y a pas de changement dans le référentiel tiers, il n'y a pas de changement dans le middle office, il n'y a pas de changement dans qui c'est qui envoie la demande. Ben, en fait, on va juste changer la petite roue de camel là, qui fait l'orchestration et qui va envoyer dans le middle office avant d'envoyer dans le référentiel. Bah, 2 heures. On lui vend 2 jours quand même, hein, mais ça coûte 2 heures. Un retour d'expérience aussi que j'ai pu constater avec pas mal d'autres personnes, et le gars d'Ericsson aussi me disait ça. Il y a un vrai danger, quand vous faites ce genre de découpe, de retomber par l'intégration dans un plat de spaghetti. Et ça, nous, on est passé à 2 doigts de se prendre ça dans la tronche. On a découpé nos microservices, et à un moment donné, il y a un développeur qui a eu la bonne idée de faire le diagramme des dépendances. Et quand on a vu ça, on s'est dit, oula, oui, on est en train de faire une méga boulette, là. On est en train de perdre la gestion de nos dépendances, donc on a découpé, et on est en train de perdre le fil. Et heureusement, on l'a fait à ce moment-là, on a pu reprendre les choses en main, et avoir quelque chose qui était beaucoup plus propre. Mais c'est, je pense, le piège principal qu'il y a sur ces architectures-là. Je vais passer un peu plus vite, parce que ça c'est peut-être moins intéressant. Juste 2 petits trucs techniques. Pour bien découper, il faut parler en termes de responsabilité. Si je prends un référentiel, par exemple, souvent un référentiel, on dit bah, c'est le stockage, c'est là où on va. Un référentiel, en fait, c'est 3 responsabilités. Au moins, il y en a d'autres. Hein. Mais c'est une responsabilité de persistance, qui en général est synchrone. C'est une responsabilité d'indexation. Donc typiquement, la découpe que vous avez entre ces deux-là, hein, ça c'est la commande et ça c'est la request. Hein. Donc vous retrouvez le CQRS ici. Et puis nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met à part les gisements parce qu'on a des clients qui ont besoin de faire de la médiation. Ils ont beaucoup de reporting en legacy. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on stocke dans du NoSQL, parce que c'est quand même bien de s'éviter toutes les transactions qui étaient là uniquement pour des raisons techniques. Parce que pourquoi est-ce qu'on a plein de transactions aujourd'hui dans nos applis, la plupart des applications legacy? C'est juste parce que SQL a fait découper en plusieurs bases de données des données qui devraient être ensemble, dans le même paquet. Donc on se retrouve, à cause d'un problème sur la strate 3, à avoir des problèmes de strate 2. C'est pas bon, ça. Dans une application moderne, normalement, vous n'avez plus de transactions, ça n'existe pas. Des transactions au niveau métier, au niveau le plus haut, déjà, 1, c'est rarissime, et 2, vous les réglez tout simplement avec de la compensation. Donc la transaction en termes de base de données, c'est fini. Au passage, ça veut dire que sur vos référentiels, il faut passer d'un mode où vous stockez l'entité à un mode où vous stockez les deltas. Alors oui, je sais, on peut dire « ouais, mais c'est plus compliqué ». Je ne suis pas d'accord. Ça paraît plus compliqué parce qu'on a mieux découpé. Mais derrière, avec ces architectures-là, où vous stockez des deltas, et chaque delta est stocké avec sa date de valeur, ça veut dire que quand vous avez 2 deltas qui arrivent à des moments différents, la réconciliation, elle est simple. Hein. Vous en fichez qu'il y en ait un qui arrive avant l'autre. Toute la gestion des verrous optimistes, les trucs comme ça, vous laissez complètement tomber ce genre de truc-là. Vous avez envoyé des deltas. Donc le problème des verrous, c'était quoi? C'est une personne vous envoie une image modifiée A et une personne vous envoie une image modifiée B. Et vous dites, bah, mais comment je retrouve? Quand une personne vous dit, moi j'ai changé le code postal et j'ai mis ça, et l'autre vous dit, moi j'ai changé le numéro de la rue et j'ai mis ça, aucun problème. Vous prenez les deltas au fur et à mesure. Vous êtes même capable de reconstituer en fait le fil de votre entité en disant, à telle date de valeur, mon tiers, il avait tel code postal, mais il avait tel numéro. Et encore mieux, vous découplez votre date de valeur de votre date d'arrivée du message. Donc si la date de valeur, c'est de dire « je veux que le code postal change ce soir à minuit », même si le réseau il était en panne et machin, etc., et que le message il est arrivé à minuit 5, quand le lendemain matin à 8h vous vous connectez et que vous dites « je veux l'état du tiers à minuit pile », eh bien, vous aurez l'état du tiers à minuit, alors que le message il est arrivé après. Encore une fois, découplage entre le technique et le fonctionnel. On va passer. Tiens, un petit coup de sémantique aussi. Alors après, la sémantique varie d'une équipe à l'autre. Hein. Nous, ce sur quoi on s'est basé, c'est la différence entre dépendance et prérequis. À un moment donné, on avait perdu un petit peu la différence entre les deux. Or, il y a une vraie différence entre ma strate 3 dépend de la strate 4, c'est un prérequis, et ma strate 3 dépend d'une fonctionnalité qui est implémentée autre part dans ma strate 3. Eh bien ça, c'est une dépendance. Le seul fait de mettre les deux choses séparées et de revenir à des normes, ça aide. À un moment donné, il y a aussi des trucs qui vous piègent, c'est vous dites Mongo.
il faut que le service il envoie un truc dans Mongo. Bah, le gars qui est technique, il va vous dire ouais, bah, sur la table machin, sur la collection qui est dans cette machine-là. Hein, c'est pas ça qu'il voulait dire. Le développeur, il disait moi j'ai juste besoin d'une API Mongo. Donc après qu'elle soit implémentée par un serveur sur place, qu'elle soit implémentée dans le cloud par Atlas ou autre, je m'en fiche. En fait, je voulais juste la fonctionnalité qui répond au protocole Mongo. J'ai besoin de persister une entité, point barre. Cette implémentation-là, ensuite, elle est faite d'une manière ou d'une autre. J'accélère. Attention à certains petits détails. Vous pouvez avoir fait un découplage très très bien fait dans tout ça, avoir écrit 70 services, être nickel, et au moment où vous faites l'intégration de tout ça, vous pouvez faire une grosse boulette en utilisant par exemple un moteur de workflow pour modéliser vos processus, ici, et aussi pour les exécuter. Et ça, d'un coup, tout le découplage que vous avez fait, vous mettez tout ça à la poubelle et vous recouplez très fortement votre processus aux applicatifs. Les 3 layers du dessus, là, vous les recouplez. Donc, pour éviter ce genre de choses-là, alors il faut ou être très très prudent, ou, si vous voulez vraiment prendre ceinture et bretelles, vous faites l'effort d'utiliser un éditeur de BPMN différent pour les gens qui font les processus, du moteur de workflow qui va exécuter votre BPMN. Comme ça, vous êtes peinard. Au moins, vous avez 2 applications séparées, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de couplage. Et ce que je disais, encore mieux, vous ne faites pas d'orchestration. Vous faites de la chorégraphie, c'est 10 fois mieux. Et en plus, ça tient mieux la charge. Alors, les résultats de tout ça. Contrairement à beaucoup de retours d'expérience qu'il y a sur la littérature, sur la recherche sur SOA, on a de la réutilisation effective. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des fonctionnalités qui sont passées de 100 jours de dev à 50 jours, à 10 jours. Et on a même eu récemment un applicatif qui a été fait par des gens du marketing avec des intégrateurs, seuls. 0 développeur. Première fois qu'on arrivait à faire ça. On avait provisionné 2 personnes au support, parce qu'à chaque fois qu'on change d'architecture, hein, on sait comment ça se passe, on fait exploser le support. On a diminué le nombre de personnes au support. 2 personnes en plus, on ne les a pas mises, et il y a même eu une personne qui a été retirée du support pour ça. Première fois qu'on voyait ça. Le fait d'être découpé, en fait, donne une capacité au support de trouver très rapidement où le problème se pose, qu'on n'avait jamais eu avant. Aussi avec une bonne gestion des logs. Et puis, commercialement, ça a mis du temps, parce qu'il faut arriver à évangéliser les clients, à leur faire comprendre la valeur de ces trucs-là. Mais depuis 1 an et demi qu'on est en prod, on n'a pu louper un seul appel d'offres. Tous les appels d'offres qu'il y a sur notre domaine, on les a eus grâce à ça, grâce à cette nouvelle architecture. Donc c'est assez intéressant. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce genre de changement-là, où on dit aux clients « Ouais, vous n'avez plus besoin de passer par la validation pour envoyer à la gestion financière ou à la compta, on va maintenant faire un tuyau qui va direct de là à là », c'est fait en changeant un fichier XML. Avant, ça, c'était l'état de nos flux de tiers. Et je rigole pas, hein, j'ai pris les flux des tiers dans 4 régions et j'ai superposé. C'était ça notre état de service avant. Il y avait besoin. Je ne vous cache pas qu'il y a 3 ans, quand j'évangélisais chez les clients, je disais ça. Je parlais utopie, je disais que ça allait être super compliqué, mais ça se fait. Donc voilà, j'ai entendu pas mal de gens me dire « Ouais, mais nous, c'est super compliqué, on n'a pas beaucoup de moyens et c'est pas le moment. » Mais c'est jamais le moment. Il n'y a jamais un moment où votre chef va vous dire « Ah bah, on n'a plus besoin de clients, c'est cool, on a 2 millions derrière nous, fais ce que tu veux avec l'architecture. » À un moment donné, il faut juste dire « On ne va pas tenir comme ça. » quoi. Nous, à un moment donné, on avait des cycles de vie où on disait « Valider une release complète, c'est 4 mois. » Les clients nous disent « C'est un bouton que je vous demande. » Ben oui, on sait que c'est un bouton. Mais derrière, il y a 1,2 million de lignes de code où, quand je tire ici, ça tombe là-bas et le truc, il s'écroule si on ne fait pas gaffe. Quoi. Bon, faut faire quelque chose. Hein. Peut-être le plus important, c'est que cet investissement énorme qu'on a fait là, c'est pas à jour en fait. Hein. La dernière fois qu'on a fait le crédit impôt recherche, en fait, c'est 17 300 jours hommes qu'on a mis. Pour une entreprise de 100 personnes, imaginez le machin. Ce Big Bang là, on le fera plus jamais. Parce qu'on n'a plus un monolithe maintenant à refaire. Maintenant, on va pouvoir découper en tout petits bouts. Et mine de rien, ça change tout. On va pouvoir lisser notre investissement et dire, en ce moment, on n'a pas le temps. Bon, ben, chaque service prend un petit peu d'obsolescence, mais celui-là, là, il est super important. Il faut le réécrire parce qu'on a un gros gain à le revendre si on double la perf. OK, ben, on fait un tout petit invest sur ce service-là. Et puis ensuite, on est un petit peu plus large. OK, c'est le moment de réécrire les 2-3 qui commencent à approcher de l'obsolescence. Mais on va lisser notre charge d'investissement et on la fera quand on veut. Et pas quand on a le couteau sous la gorge. Ça,
C'est cette slide-là que les financiers y comprennent. En conclusion, une norme, c'est libératoire. Alors, ça fait frémir les développeurs, parce que des fois, quand on va les voir, on leur dit « Il faudra que tu fasses ce truc-là à la norme XHTML. » « Oh, putain, il va falloir que je lise de la doc, puis il y a 200 pages sur ton truc. » Bah oui, mais il y a aussi des outils pour valider, il y a des exemples, il y a des machins, et ça va tellement nous aider après à faire les intégrations comme on veut, que c'est une libération, la norme. C'est bien d'avoir des gens qui ont bossé sur la norme, qu'il y ait des consortiums ou des experts fonctionnels et techniques, parce qu'à un moment donné, justement, ça aligne, quoi. On sait que quand on respecte cette norme-là, ça va marcher pour le fonctionnel et aussi pour le technique. J'ai suffisamment insisté là-dessus, donc séparez bien la complexité intrinsèque, c'est-à-dire la complexité du métier, et la complexité accidentelle, c'est-à-dire celle qu'on rajoute malheureusement avec notre technique, et épuisez bien votre complexité fonctionnelle. Démarrez pas un seul dev tant que fonctionnellement vous ne savez pas ce que c'est. Et ce n'est pas du tout en paradoxe avec l'agilité. Hein. L'agilité ne dit pas il faut foncer tête baissée, puis on va faire des petits incréments dès le début. Si vous faites des petits incréments, ce n'est pas pour ça que dans l'incrément du début, vous n'êtes pas sûr parfaitement de ce que fonctionnellement vous devez faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc je reviens à ça pour moi, hein, après c'est mon avis à moi à la suite de ces 3 ans-là, parce que j'étais développeur avant, et pour moi le code source c'était le saint des saints, c'était ça la valeur de notre boîte. Bah, en 3 ans, j'ai compris que ce n'est pas tellement ça la valeur de notre boîte. Pour nous, enfin, dans nos cas d'appli de gestion, etc., la valeur elle est vraiment sur l'alignement fonctionnel. Si on garantit qu'on a un alignement entre l'applicatif, la strat 3, et le fonctionnel, la strat 2, on permet à nos clients n'importe quel scénario d'interop de manière très facile. Et c'est là qu'est la valeur pour eux. Faire un changement de leur processus fonctionnel en 2 heures au lieu de le faire en 2 mois, ben chez eux, potentiellement, c'est 20 jours de boulot d'un agent gagné. Et c'est énorme. Et la dernière chose, quand même la plus importante, c'est que vous ne faites pas ça sans une bonne équipe. Donc je n'ai pas insisté beaucoup sur la partie management, mais quand je fais cette conf-là dans le dur, en fait, j'articule vraiment les 3 ensemble, management, méthodologie et technique, parce que si vous avez un des 3 pieds qui manquent, ça ne marchera pas, quoi. Vous pouvez avoir la bonne technique, si vous n'avez pas la bonne méthode, mais les bonnes personnes, ça ne marchera pas. Si vous avez la bonne méthode et la bonne technique, mais que vous n'avez pas les bonnes personnes, ça marchera encore moins bien. Et je suis en retard, mais j'ai un petit peu de temps pour les questions. Bon. Bon, allez, les mecs du Brescan, on me démarre une question. Nico. Ah, oui. Est-ce que se dire si on passe un microservice, qu'on ne voit pas de big box, c'est pas un peu pour se rassurer pour le vendre aux clients dans l'effort, dans ça? Ça semble offrir plus de souplesse, mais on a aucune garantie aussi. Alors, la question, si je reformule, c'est est-ce qu'on va avoir une garantie de progressivité si on passe en mode microservice, et est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être obligé de faire un big bang pour aller dans les microservices? Ouais, quelle garantie on a de ne pas en avoir? Alors, il n'y en a pas. Il n'y a pas de garantie. Par contre, nous, quelque chose qui a bien marché dans ce retour d'expérience-là, c'est ce que je vous fais voir, c'est effectivement le bon Big Bang où à un moment donné, on s'est dit il faut changer l'architecture, il faut aller vers ça. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a plein de petits microservices qu'on a utilisés sur notre legacy. Donc notre legacy monolithique, il continue à fonctionner, mais on l'a branché, par exemple, sur le microservice qu'on a fait pour la gestion des fonds européens. On l'a branché sur le microservice qu'on a fait pour le reporting, etc. Donc on a donné de la valeur supplémentaire à notre composant, à notre applicatif legacy, en donnant des petits bouts de microservices. Et il y a certains clients chez qui le chemin de migration ne sera pas le Big Bang. Certains clients, le chemin de migration, il va être de rajouter des morceaux de microservices sur le legacy, en retirant du coup de la fonctionnalité au fur et à mesure, et au bout d'un moment, d'avoir un gruyère qui ne sert plus, quoi, et d'être passé progressivement à l'application microservice. Ça se fait, ça. Ouais. Chez certains clients, on travaille comme ça. Pas d'autres questions? Eh bien, je vous remercie.